Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Nous sommes là, fidèles au poste, chaque dimanche pour la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Dieudonné Mwendié, qui est communicateur de la majorité présidentielle et membre du PPRD et député national honoraire. Très heureuse de vous recevoir. Merci, madame. Vous êtes communicateur de la MP, mais on a l'impression de fois que dans la majorité, il y a des sons discordants. Est-ce que vous ne réunissez pas, Dieudonné Mwendié, pour que vous ayez un même son de cloche? Parce que de fois, les communicateurs passent avec des messages vraiment, de fois, on a l'impression qu'il y a une cacophonie au sein de la communication de la majorité présidentielle. Madame, vous avez fait le constat. Bon, il peut être vrai. Mais moi, je voudrais tout de suite vous dire que de temps en temps, nous échangeons au sein de la majorité. Et surtout en tant que communicateur de cette famille politique, nous avons l'occasion d'échanger de temps en temps pour dégager les grandes lignes qui peuvent constituer nos communications. Mais comme vous savez, nous sommes dans une démocratie. Et puisqu'on est communicateur, il n'est pas dit qu'on doit réfléchir comme si on était dans une église, non. C'est-à-dire, en tant que communicateur, on est d'abord soi-même analyste politique. Donc, ça peut arriver que l'on ait un point de vue personnel à émettre. Et à ce moment-là, ça n'engage pas tellement la qualité de communicateur de la MP. C'est-à-dire, il faut toujours préciser. Ça, j'ai toujours dit ça à nos collègues communicateurs, que quand il vous arrive de mettre un point de vue personnel, il faut toujours le signaler à l'attention des auditeurs et des téléspectateurs. Ça dépend de la chaîne où on est. Pour que l'opinion sache que à ce moment ici, il s'agit d'un point personnel de l'opérateur politique ou du communicateur. Et quand il s'agit d'un point de vue de la majorité, nous avons toujours eu l'occasion de le signaler, de le relever et dire que ici, il s'agit d'un point de vue de la majorité. Et là, à ce moment-là, ça engage toute la famille politique de l'AMP. Mais on sait qu'il y a aussi des courants au sein de la majorité présidentielle. Oui. Il y a des frondeurs, comme on dit, des partis frondeurs. Comment ça se passe? Vous les écoutez? Vous écoutez leurs revendications ou c'est un peu la dictature, parce qu'on dit que le PPRD, le parti majoritaire au sein de la majorité présidentielle, est-ce que vous imposez votre point de vue aux autres partis dits frondeurs, en fait? Non, tout de suite, d'abord, il faut signaler que le jeu de la démocratie, il est celui-là. La démocratie, bien sûr, que c'est sur fond de la liberté, mais il faut avouer qu'à un certain moment, la majorité a toujours tendance à donner un peu comme un dictat, c'est-à-dire à donner un point de vue plus prépondérant par rapport aux autres. Ça, c'est le jeu de la démocratie. Quand on est nombreux, on a tendance à imposer son point de vue. Et comme vous l'avez souligné, si je suis d'accord, ma famille politique, c'est-à-dire mon parti politique, le PPRD, est majoritaire tout naturellement dans l'AMP. Et à un certain moment, quand il y a des analyses politiques à faire ou des points de vue à émettre politiquement, il apparaît généralement que le PPRD a tendance à dicter. Le PPRD a tendance à imposer son point de vue. C'est simplement puisqu'il s'agit d'une grande force politique. Ils sont nombreux. Il s'agit d'une grande force politique et les autres ont tout intérêt à écouter la grande force politique. Mais la démocratie, c'est aussi protéger la minorité. Oui, qu'est-ce que vous faites de votre minorité dans la majorité présidentielle? Je n'ai pas voulu dire que... Sans les autres, la majorité présidentielle n'existerait pas non plus. Je ne voudrais pas dire que le PPRD impose à tout prix son point de vue. Non, j'ai dit que on a tendance à croire que le PPRD impose son point de vue simplement par son poids politique au sein de l'AMP. Mais en réalité, les autres aussi devraient comprendre que quand il y a un point de vue à dégager au niveau de la famille politique, il faudra qu'ils comprennent qu'il y a aussi une grande force politique par rapport à toutes les forces et qu'à un certain moment, quand on veut dégager un point de vue politique, il faudra écouter quand même la majorité. Ça, c'est ça le jeu démocratique. Bien sûr que la majorité ne doit pas écraser la minorité. La majorité tient compte de la minorité. Et ça s'est fait au sein du PPRD, mon parti politique. Mais ce que nous craignons très souvent et nous déplorons par moments, c'est qu'il y a des partis minoritaires. Et ça, vous le savez. À l'AMP, il y a des partis qui ont un seul député national. D'autres n'en ont même pas. Des partis satellitaires, en fait, pour les mauvaises langues. Vous avez suivi. Il y a même des personnalités politiques qui disent qu'ils sont membres de l'AMP. Ils sont venus en tant que tels. Mais il y a aussi un courant tel que vous l'avez appris, ceux qui sont extra-parlementaires, c'est-à-dire ils n'ont pas de députés au sein du Parlement ou des sénateurs. Bon, là, ils doivent comprendre que jusqu'à preuve de contraire, ils ne sont pas encore majoritaires au sein de l'AMP et quand il y a des points de vue à émettre, ils doivent écouter les partis majoritaires. Il n'y a pas simplement le PPRD, il y en a aussi d'autres. Il y a le MSR. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais curieusement, ce n'est pas ça le jeu. C'est ça que nous déplorons très souvent, mais nous croyons que
le jeu de la démocratie, il est aussi celui-là. Il faudra que l'on tienne compte de la majorité. Voilà, mesdames et messieurs, nous ouvrons donc cette rétrospective par les nouvelles d'un des plus grands partis politiques de la République démocratique du Congo. C'est donc, il s'agit de l'UDPS. Nous vous proposons la réaction de Félix Tshisekedi par rapport aux grands enjeux de l'heure et celle de Mavungu face à l'alternance au sein de ce même parti. Il n'y a rien eu à Rome. Il n'y a pas eu de rencontre à Rome. Je vous le dis, la main sur le cœur, devant Dieu, il n'y a pas eu de rencontre à Rome. Il n'y a pas eu des émissaires. Les tractations existent. Et pas seulement qu'avec l'UDPS. Vous irez à l'UNC, au MLC, au Front populaire conduit par notre frère Lisanga Bonganga, partout, au FAC de Fayoulou, vous verrez que ils ont eu tous des contacts, ils ont eu tous des discours. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, quand on est des hommes politiques responsables, qu'on a en point de mire le souci les intérêts plutôt des Congolais, on doit savoir mettre de l'eau dans son vin. Et le dialogue, c'est une façon pour nous de mettre de l'eau dans notre vin. Concernant le président, il y a la... D'abord, Bruno Tshibala a rassuré l'opinion sur l'état de santé d'Étienne Tshisekedi, autorité morale de l'UDPS. Le président Étienne Tshisekedi se porte très bien. Et il se porte comme on dit, vulgairement, comme du charme. Et quant à la déclaration faite récemment par une frange de membres sur l'indisponibilité, mais aussi le long silence du président du parti, le porte-parole de l'UDPS souligne que l'instance habilitée à tenir ses propos, c'est les congrès extraordinaires. Pour lui, Étienne Tshisekedi assure bien ses attributions et il sera le seul à être reconduit pour diriger le parti. Lorsque des membres du parti ont un point de vue, il y a des organes habilités au sein duquel il l'exprime. Lorsque vous estimez que le président ne peut pas continuer, vous voulez l'alternance, l'instance habilitée c'est le Congrès. Et donc c'est le Congrès qui va se prononcer sur cette question. Mais que je sache, le président Tshisekedi, il assume très bien ses attributions, ses compétences, et donc c'est encore lui, je pense, qui sera reconduit pour diriger le parti et être investi candidat aux prochaines élections présidentielles. Tout compte fait, l'opinion attend les résolutions du Congrès qui aura lieu en décembre prochain pour être fixées. Petite correction, c'était le porte-parole de l'UDPS qui parlait de l'alternance au sein de ce parti. C'est ça la problématique, Dieudonné Mwenze, l'alternance au sein des partis politiques. Nous disons pays démocratique, nous voulons l'alternance au sommet de l'État, mais on a l'impression qu'au sein des partis politiques, il n'existe pas de démocratie. Madame, le constat est vrai. Et ce qui est vrai au sein de l'UDPS, c'est aussi vrai dans beaucoup de partis politiques ici au Congo, en particulier, même en général en Afrique. Vous savez, madame, je n'aime pas tellement parler des problèmes qui se déroulent dans les partis politiques, puisque j'ai toujours compris personnellement qu'il s'agit des faits privés, et ça c'est reconnu comme ça même sur le plan international et sur le plan de la loi, mais que voulez-vous, il s'agit quand même de partis qui font la vie politique d'un pays, comme l'UDPS, et je suis d'accord que ça ne soit pas considéré comme un tout petit parti politique. C'est d'abord un vieux parti politique, mais aussi un parti qui a pignon sur rue, donc il faut comprendre que quand il y a des problèmes au sein de cette famille politique, que ça puisse intéresser plus d'une personne, plus d'un Congolais. Nous ouvrons les champs. Prenons le cas de votre parti, parce que vous avez dit que, bon, parler des autres, c'est peut-être pas, vous n'êtes peut-être pas habilité, mais vous êtes au sein du PPRD. On parle de l'alternance. On a l'impression que le mot alternance fait peur aux dirigeants, que ce soit des partis, que ce soit des présidents. On a l'impression que le mot alternance n'existe pas pour les Africains. Je vais parler des autres partis politiques et de mon parti politique, le PPRD, et je l'ai dit, je vais parler aussi de l'UDPS, puisqu'il s'agit d'un parti qui fait la vie politique du pays, simplement pour dire que c'est une particularité de notre pays, dans ce sens que la vie des partis politiques est beaucoup plus liée à la vie des animateurs, si pas de présidents de ces partis politiques. La différence avec notre parti, le PPRD, c'est que chez nous, nous n'avons pas de président du parti. Nous avons des secrétaires généraux qui se sont succédés. Vous avez vu l'alternance à la tête de notre parti, de manière d'ailleurs pacifique, sans beaucoup de casse. Mais cette leçon ou cette pratique heureuse n'est pas généralement constatée dans d'autres partis. Et à l'UDPS, depuis un temps, il y a une certaine cacophonie.
il y a eu des divisions. On a parlé des UDPS tel, UDPS tel, et il y en a beaucoup. Et nous craignons fort qu'avec la disparition qui sera inévitable, nous sommes humains, un jour nous partirons. Si aujourd'hui Tshisekedi n'est pas présent, on doit s'interroger, c'est que ce sera encore l'IDPS. Puisque même aujourd'hui il est vivant, simplement puisqu'il y a peut-être des personnes qui profitent de sa maladie pour dire n'importe quoi. Mais je crois qu'un parti ne fonctionne pas simplement aussi avec des individus. Un parti fonctionne avec les idéologies, le programme, mais avec des organes statutaires aussi, puisque ce sont les statuts qui organisent le parti politique. En dehors du président, est-ce qu'il n'y a pas d'autres partis, d'autres organes? Il doit y en avoir. Il doit y avoir l'Assemblée générale, il doit y avoir les congrès, il doit y avoir l'exécutif, les organes exécutifs, il y en a toujours. Mais je suis en train de me demander pourquoi des partis congolais, et surtout l'UDPS, puisque c'est le cas que vous avez cité, est en train de s'entre-déchirer à cause de l'état de santé de son leader, c'est-à-dire M. Tshisekedi. Hein, ça pose un problème réel, mais je crois aussi que les leaders devraient être conséquents. Hein, puisque là, la responsabilité est partagée. Ce n'est pas puisqu'on est leader d'un parti politique, comme vous l'avez dit, nous semblons tous parler de la démocratisation des institutions. En fait, c'est eux qui ont créé, ils disent que c'est un peu comme un fait privé, et comme un fait aussi des familles, alors que les gens qui parlent en longueur de journée de la démocratisation des institutions du pays devaient eux-mêmes aussi, comme je l'ai toujours dit, tenter de se démocratiser. Ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent que en eux, il y a la vie démocratique. Quand on sent qu'on est leader et qu'à un certain moment, on est empêché d'assumer convenablement ses responsabilités en tant que leader ou en tant que président d'un parti politique, il est toujours nécessaire que l'on puisse le faire signifier aux collaborateurs et que l'on prenne des distances pour permettre au parti de fonctionner. Nous avons suivi Félix Tshisekedi par rapport au dialogue. Hein. Il y a une certaine opinion qui pensait d'ailleurs, même dans les journaux c'était écrit, il y avait une sorte de pré-dialogue à Rome en Italie. Lui, il a affirmé qu'il n'y avait pas un pré-dialogue en Italie et qu'on doit mettre de l'eau dans leur vin. L'UDPS cette fois-ci a dit clairement qu'elle a mis de l'eau dans son vin, donc elle est pour le dialogue. Mais on a suivi aussi la réaction des combattants guillemets en Europe. Nous avons suivi les marches à Bruxelles, en Belgique, entre les pros et les anti-dialogues. Maintenant, on se demande si c'est entre les pros Tshisekedi ou les anti-Tshisekedi. On ne comprend plus rien. Alors, pour vous, vous partagez ce point de vue que non, on doit mettre de l'eau dans son vin pour la bonne marche de la nation? Oui, tout à fait, puisqu'il faudra qu'à un certain moment, on puisse privilégier les intérêts de la nation. Hein, on ne peut pas rester un peu comme dans une sorte de carcan où on pense simplement à ses intérêts personnels. Et puisque vous savez, le dialogue, c'est de l'histoire, il faut en parler. Le dialogue a été réclamé depuis quelque temps. Et d'ailleurs, moi, je voudrais bien rappeler que c'est depuis 2012, au lendemain des élections de 2011, que tout le monde, du moins ceux de l'opposition, avait réclamé le dialogue. Mais on a dit qu'à l'époque, la majorité avait refusé le dialogue à ce moment-là. Maintenant, les gens se posent la question, pourquoi maintenant vous battez bec et ongle? Non, je crois qu'il y avait un problème. Vous avez refusé carrément. Madame, je crois qu'il y avait un problème de concept, puisque c'est que nous, on appelait dialogue ou bien concertation, les autres ne l'entendaient pas comme ça. C'est pour cela qu'en 2013, notre famille politique avait accédé à ce que nous avons appelé les concertations. Et ces concertations avaient eu lieu avec toutes les tendances. Mais les autres avaient compris que parler de concertation sur le plan du concept, ce n'est pas nécessairement le dialogue. Ils se sont référés à la résolution 2098 du Conseil de sécurité qui parlait du dialogue politique transparent et ils se sont dit il faut nécessairement, c'était au point 14, point B, qu'il faut nécessairement un forum qui s'appellerait dialogue. Et je crois que le chef de l'État en tant que garant de la nation avait compris qu'après les concertations, il y a d'autres qui se sont rebuffés, qui n'ont pas accepté de se mettre autour d'une table et de parler clairement des problèmes de la nation, et que des autres ne juraient que sur ce qu'ils appelaient dialogue. Et le chef de l'État aujourd'hui accède, il commence les consultations. Mais moi je crois, je voudrais terminer par ça, madame, en disant que ce qui s'est passé à Rome, si c'est vrai ou c'est faux, moi je ne voudrais pas l'affirmer, mais je sais simplement que dans la vie politique de toute organisation politique, les contacts ne manquent pas. Et on ne peut pas empêcher aux leaders
d'une formation politique de mener des contacts avec les partenaires politiques, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition. Chez nous, nous ne le faisons jamais. Pourquoi? Puisque nous savons que s'il y a des contacts officiels menés avec l'opposition, c'est dans l'intérêt de la nation. S'il y a des contacts menés même au sein de la majorité ou d'autres partis comme le PALU, qui n'est pas la majorité, mais partenaire à la MP, nous trouvons que c'est bien arrivé, c'est pour la vie de la nation. Il y a vraiment, il y a une certaine opinion qui pense que maintenant tout le monde ne veut rien faire dans les normes, parce qu'on sait qu'au finish, il y aura le dialogue. Pourquoi on ne fait pas les choses normalement comme dans d'autres pays? Parce qu'on sait qu'on peut y aller, en tout cas, en faisant, comment je peux m'exprimer, comment exprimer vraiment l'idée, en laissant poireauter les choses, en laissant moisir les choses, parce qu'on sait qu'à la longue, au finish, il y aura le dialogue. Est-ce que le dialogue aujourd'hui n'est-il pas le prétexte trouvé pour ne pas faire fonctionner normalement l'État en respectant les lois, en respectant la Constitution, par exemple? Hier, c'était les concertations, madame. Aujourd'hui, on parle du dialogue. Que ce soit les concertations, que ce soit les dialogues, il n'y a aucun forum qui peut arrêter la marche du pays. Expliquez-moi, est-ce que ce n'est pas un prétexte aujourd'hui? On ne veut pas faire fonctionner les choses parce qu'on doit dialoguer. On laisse pourrir la chose. On ne peut pas faire fonctionner, madame. Pourquoi ne pas respecter, par exemple, la Constitution, tout simplement? Les lois sont là. Pourquoi ne pas les respecter? La Constitution est toujours respectée. Ça dépend de dans quel camp vous vous trouvez. Chez nous, à l'AMP ou au PPRD, nous respectons de manière scrupuleuse la Constitution et toutes les lois du pays. Nous disons, ce n'est pas puisqu'on a parlé de concertation hier ou qu'on va parler du dialogue demain après consultation du chef de l'État que le pays va s'arrêter ou que les violations multiples de nos textes de loi devront être autorisées. Non, le pays marche. Le pays fonctionne. Et d'ailleurs, vous l'avez constaté, puisque en dehors de ce que vous donnez comme son de cloche, il y a d'autres qui croient que c'est maintenant ou jamais que le pays est en train beaucoup de fonctionner, puisqu'on voit les inaugurations par-ci, par-là, et on croit que c'est fait peut-être à dessein électoral. Ce qui n'est pas vrai. Donc ça veut dire que, simplement, ceux qui sont aujourd'hui à la destinée de notre pays, je parle de ma famille politique, l'AMP, ils fonctionnent. Ils font fonctionner le pays et ils savent que le pays ne doit pas s'arrêter puisqu'on a dit qu'on va avoir un dialogue ou qu'on va se parler autour d'une table ou sous l'arbre à palabre. Ça, c'est connu et nous sommes toujours d'accord que l'idée du dialogue, c'est l'idée qui est bienvenue. Il faudra qu'on se parle pour que ceux qui n'avaient pas accepté hier les concertations avec toutes les résolutions nous disent qu'est-ce qu'ils veulent en dehors des concertations. S'ils veulent parler du processus électoral, nous allons en parler puisqu'aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui soulèvent beaucoup de questions et beaucoup de difficultés par rapport au calendrier électoral, par exemple. Nous allons y donc, ce sont des questions qu'il faut débattre en famille et se retrouver sous l'arbre à palabre et en parler au lieu de se rebuffer sans proposer une alternative. Voilà, nouvelle de nos partis politiques, mesdames et messieurs, point de presse du MLP de Franck Diongo et la déclaration du Front populaire. Suivons. Donc c'est une action planifiée avec le régime. Le député national Franck Diongo, devant la presse en ce début de week-end, revient avec force argument pour confirmer ce qu'il a déclaré autour de la tenue de ce qu'il appelle pré-dialogue en Italie. Le dialogue est une supercherie. C'est-à-dire que le dialogue est revêtu de caractère dangereux. Le fait même que la réunion se tient en catimini, secrètement, ça cache quoi? Ça cache quoi? Franck Diongo affirme également la prise en charge financière et logistique par le Trésor public des Assises d'Italie. Ces députés, qui parlent au nom de devoir de vérité selon lui, fustige le propos de Nemwanda Nsemi tenu à Mwanda. L'esprit séparatiste, dire à un Congolais qui est Moulouba, qui est Moussoaïli, qui habite le Bas-Congo, qui n'a pas droit de citer au Bas-Congo. Nemwanda Nsemi est qui pour empêcher Franck Diongo, qui a une maison au Bas-Congo, d'habiter au Bas-Congo, qui a ses membres au Bas-Congo, d'aller au Bas-Congo. Nemwanda Nsemi est qui lui a donné ses pouvoirs? Il détient ses pouvoirs d'où? Pas seulement, il s'attaque également aux propos de Kinké Moulumba, géniteur de Kabila Désir, ministre en charge avec le Parlement. Mais il va plus loin pour s'attaquer également aux propos du porte-parole du gouvernement. Mais en démocratie, chacun a son opinion garantie par la Constitution. Mais ce lundi encore, le potentiel attitrera sa manchette, piège autour du dialogue politique, comme si le journal venait apporter de l'eau
au moulin du député radicaliste. Pour le Front populaire, l'organisation et la tenue des élections crédibles et apaisées dans les délais constitutionnels suscitent des profondes inquiétudes en RDC. Pour promouvoir la réconciliation nationale et faciliter ainsi l'aboutissement heureux du processus électoral, le dialogue politique avec de bons offices de la communauté internationale, tel que préconisé et défendu par le président de l'UDPS, Étienne Tshisekedi, reste incontournable. Selon le Front populaire, Étienne Tshisekedi reste l'icône et les visionnaires de la culture du dialogue, l'unique voie de sortie de la crise politique en République démocratique du Congo. Certes, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDP son sigle, Étienne Tshisekedi a acquis dans son combat politique une aura de grandeur et affiche un rayonnement qui va au-delà de son propre parti, tant sur le plan national que sur le plan international. Ne touchez pas à notre Étienne Tshisekedi, notre avocat des droits de l'homme, qui est le symbole de la non-violence, de la paix et de la défense des libertés et des droits fondamentaux de l'homme. Ne touchez pas à notre Étienne Tshisekedi, notre icône, qui est l'espoir et l'alternative crédible pour les Congolais et le Congo. Pour ce faire, le Front populaire compte mener des actions de sensibilisation et de mobilisation pour les dialogues politiques avec la médiation internationale. Un meeting de vérité appelé rencontre citoyenne est prévu le 5 septembre prochain au terrain Méfé dans la commune d'Elemba. Dieudonné Mwenze, pré-dialogue à Rome, selon Franck Diongo, c'est une super chérie. Bon, je ne sais pas comment ils appellent ces contacts. Hein. Moi, j'ai appris ça comme s'il s'agissait d'un contact éventuel. Je ne sais pas confirmer puisque je n'ai pas été à Rome. Et même l'honorable Franck Diongo, que je salue en passant, que je connais bien, mon ami, il ne peut pas affirmer qu'il y a eu ce que lui peut appeler pré-dialogue. Puisque parler d'un pré-dialogue, je ne sais pas, le mot sort d'où. Puisque je ne sais pas comment on peut appeler ça. On peut appeler ça contact informel. Oui, ce sont des contacts informels, un contact en fait. est toujours permis. Je vous ai dit, il n'est jamais interdit d'avoir des contacts. D'ailleurs, nous devons bien le dire. Même ici sur place au Congo, à l'intérieur du pays, est-ce qu'il n'y a jamais eu de contact? Vous avez vu les gens défiler à la présidence, vous avez vu les émissaires ou l'émissaire du chef de l'État défiler dans les permanences des partis politiques. On peut appeler ça encore pré-dialogue ou comment? Je ne sais pas ce que lui appelle pré-dialogue. Et il parle de super chérie. Ça, ce sont ses qualificatifs. Et puis, moi, ça ne peut pas m'étonner d'entendre ce genre de propos de la part de mon ami Franck Diongo, puisque c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je l'entends parler avec un ton tellement autoritaire, comme si il était dans une république comme préfet de discipline, comme s'il voulait donner des leçons à tout le monde. Je crois qu'on doit faire un effort pour s'appuyer sur les textes légaux, mais aussi pour s'appuyer sur ce que nous avons appelé comme un accord cadre d'Addis Abeba, et que ce soit même la résolution du Conseil des Nations Unies. Il est prévu la tolérance politique dans ce pays. Je crois que c'est aussi un grand mal dont souffre notre pays. Puisqu'on croit qu'on est de l'opposition, on doit avoir seul des contacts avec le pouvoir. Si X prend le contact avec le pouvoir sans vous, ça veut dire simplement qu'on est venu pécher, on est venu, je ne sais pas. Moi, je suis en train de me demander ce que nous faisons exactement comme politique. Puisque la vérité, je termine par là, s'il vous plaît, madame, la vérité, c'est que, comme je l'ai dit, il ne faudra pas que l'on dise qu'on est seul politicien et que Tshisekedi, dont on reconnaît le mérite d'être opposant des premières heures, et il n'a pas le droit d'avoir des contacts avec la famille politique au pouvoir. Je crois que ça, ce sont des choses qu'on doit s'interdire, on doit accepter. Que ça soit Tshisekedi, que ça soit Nimwanda Semi, comme je l'entends, que ça soit n'importe qui,
je n'accepte pas le culte des personnalités comme je l'entends, mais je voudrais simplement dire qu'il faudra qu'on accepte que le contact politique se fasse dans l'intérêt de la nation, que ça ne soit pas dans l'intérêt. Vous avez suivi, il a dit, et je crois que vous aussi, Dieudonné Mwenze, vous avez suivi les propos xénophobes de Nemwanda Nsemi. Alors on se pose la question, comment on le laisse parler? Comment Nemwanda Nsemi peut sillonner le Congo central et faire peur aux étrangers, entre guillemets, les non-originaires du Congo central, leur mettre mal à l'aise dans une république où on est tous congolais? Comment on peut le laisser parler? Comment on peut laisser un député national? Il est national, donc il représente la nation congolaise. Comment on peut permettre un tel discours en 2015? C'est incroyable. Je crois que ça, c'est ce qu'on peut appeler une sorte de dérapage. Hein. Vous savez, on est député national, bien sûr, avec tout ce qu'on peut avoir comme immunité parlementaire. Et on voudrait jouir de ce que nous pouvons appeler les principes démocratiques, la liberté d'expression, mais je crois qu'il ne faut pas en abuser. Hein, j'ai entendu quelques propos de l'honorable Nemwanda Nsemi au Congo central, mais je peux vous dire sincèrement qu'il y a des propos qui ne m'ont pas simplement enchanté, simplement puisque je me suis rendu compte qu'il en faisait un peu trop. Hein, il faut avouer, nous avons la liberté d'expression. L'expression nous est autorisée, mais je crois que nous devons le faire ou bien jouir de ces droits civiques dans les limites de la loi. Il ne faudra pas aller au-delà et même frôler la xénophobie, puisque ce que j'ai entendu parler des étrangers, parler de ceux qui ne sont pas nés Congo, je crois que ça ne peut pas passer. Je suis en train de me demander si l'honorable il est déjà à notre période ou il est encore resté à la période de l'Antiquité, puisqu'il y avait des temps simplement, on pouvait bien parler des originaires de province, on pouvait parler des originaires de ce qu'on peut appeler les Congo, mais aujourd'hui je crois que le Congo, comme le monde entier, nous sommes en train d'aller vers les grands ensembles, nous sommes en train d'aller vers un grand village, et il n'est plus nécessaire que l'on puisse recourir à de tels discours. Je crois que des discours xénophobes n'ont pas de la place dans ce pays. Et on doit suivre le modèle de ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, puisque là, il faudra le signifier que Nemwanda Nsemi, il est de l'opposition. Et si ça c'était venu du pouvoir, ça serait peut-être compris autrement. Mais moi, j'aurais souhaité que les amis qui sont dans l'opposition puissent approcher leur père et lui dire attention, il y a des discours qu'il ne faut pas tenir puisque nous sommes dans l'unité, même si on a parlé de la liberté d'expression, même si on parle aujourd'hui de démembrement des provinces, mais ça ne peut pas être une occasion pour parler. Puisqu'aujourd'hui, si on met la main sur Nemwanda Nsemi, ce sont les mêmes opposants qui diront le pouvoir est en train de traquer les opposants. Alors qu'en réalité, les opposants en font un peu trop. Ok, par rapport à l'icône, nous avons suivi Lisanga Bonganga. Est-ce qu'on n'est pas en train de déifier aussi les personnes? C'est vrai que on dénigre pas le combat d'Étienne Tshisekedi, sa participation dans le combat politique de notre pays, mais c'est un homme, donc avec ses failles, avec ses limites. Aujourd'hui, il peut mourir. On peut pas se voir la face. Personne n'est éternel à part l'Éternel lui-même. Mais pourquoi on le met sur un piédestal comme si sans lui, le DPS ne fonctionnerait pas? Sans lui, il n'y aura pas l'opposition. Sans Tshisekedi, il n'y aura pas la RDC. C'est ce que j'ai fustigé, et moi j'appelle ça le culte des personnalités. Il ne faudra pas faire ce que nous avons reproché à la Deuxième République. Et je connais bien Lisanga Bonganga, un ami que je salue également en passant. Je ne sais pas ses propos si ça vient exactement de lui, puisque si ça doit venir de lui, c'est dangereux. Hein? Et les mêmes propos, je les ai entendus hier, quand on parlait de Kengo. Je crois qu'il y a des gens qui ne juraient que sur Kengo, et qui disaient la même chose, ne touchez pas à Kengo. Aujourd'hui, les mêmes personnes disent ne touchez pas à Tshisekedi. Je crois qu'il faut aller au-delà des personnalités. Hein, il faudra que, comme disent les Français, les esprits faibles et médiocres discutent des personnes, mais il faut discuter plus des idées pour être des esprits élites. J'aurais souhaité que dans de telles organisations, qui sollicitent d'ailleurs l'alternance, puisque j'entends toujours ils parlent de l'alternance, mais je ne sais pas si l'alternance va se faire comme ça, avec le culte des personnalités. Là, il faut avouer que le Congo va rentrer 2-3 ans en arrière, aussi pas 10 ans, 20 ans en arrière. Ok. Nous nous dirigeons, mesdames et messieurs, vers l'Assemblée nationale, où nous vous proposons l'audience qu'a accordé le speaker de cette chambre, Obem Inakou, au CESAC, et la réaction des politiques par rapport à la promulgation de la loi portant répartition des sièges. La délégation du Conseil supérieur de l'audiovisuel a été conduite par son président Tito Ndombi. Dans sa gibecière, le rapport triennal 2011-2014 du CESAC.
Le dit rapport retrace les objectifs du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ses réalisations et pourquoi pas ses ambitions. Tito Ndombi explique. Ce rapport présente le CESAC. Ensuite, le rapport reprend toutes les missions du CESAC. Quelles sont les missions du CESAC, ses attributions? Ensuite, les réalisations du CESAC depuis qu'il a été mis en place. Cela veut dire tous les actes de régulation qui ont été posés, les efforts qui ont été fournis dans la gestion de l'institution. Et à la fin, on présente les défis à relever pour cette institution. Le CESAC ambitionne aussi la formation des professionnels de médias en vue de bien couvrir la période électorale. Nous avons tout un plan pour encadrer la presse pendant la période électorale. Nous avons déjà publié une directive en collaboration avec la CENI, une directive relative à la campagne électorale dans les médias que nous allons commencer à vulgariser au début du mois prochain. Des formations, des mises à niveau pour les journalistes pour savoir traiter l'information pendant la période pré-électorale, pendant la période électorale et pendant la période post-électorale. Bien avant, un groupe de jeunes avocats, membres de la Fédération africaine des associations et Union de jeunes avocats avait pris langue avec Obaminaku. Il était venu solliciter le parrainage du président de l'Assemblée nationale pour l'organisation du congrès de la dite fédération prévu du 20 au 22 octobre prochain. La requête de jeunes avocats a eu un écho favorable, ont-ils dit. Alors que la promulgation de la loi portant répartition de sièges semble donner une lueur d'espoir pour la tenue des élections locales, urbaines et municipales, Alexis Moutanda reste sceptique. Il invite ceux qui ont la charge d'organiser et de financer ces scrutins à faire preuve de bon sens. Si on veut vraiment du bien à ce pays, eh bien, ces élections peuvent être reportées de telle manière à permettre aux élections législatives et présidentielles de 2016 de se dérouler normalement dans un climat apaisé, d'une manière démocratique et d'une manière transparente. L'ancien coordonnateur de la commission électorale permanente de l'IDPES retient parmi le scrutin prioritaire l'élection provinciale à cause de son impact pour le choix des nouveaux gouverneurs. Pour ce qui est des élections provinciales, vous savez que ces élections également, ont des conséquences sur la vie nationale, parce que c'est à partir de ces élections provinciales que vont sortir les gouverneurs des provinces et qu'on peut également renouveler les mandats de nos sénateurs qui sont déjà, visiblement et très largement en dehors des normes constitutionnelles. Pour parvenir à ces réaménagements du calendrier électoral, Alexis Moutanda soutient la tenue du dialogue pour harmoniser les vues. Si ces messieurs et de la CENI et du gouvernement et de la présidence se sentent réellement incapables de présenter un processus électoral qui puisse être logique, qui puisse être dans le cadre des moyens dont on dispose, il va de soi que ce dialogue, que tout le monde évidemment appelle de tous ses voeux, puisse servir à mettre la main sur tous ces problèmes qu'on vient de décrire d'une manière tout à fait succincte et qu'on puisse arriver effectivement à, un programme raisonnable et qui convient pour tout le monde. Le regard reste tourné sur la CENI, l'unique institution habilitée à fixer les uns et les autres sur le processus électoral. Merci à toi, John Lungila. Dieudonné Mwenze, le report des élections locales. On a l'impression aujourd'hui, et c'est vrai, qu'on met plus l'accent sur les élections présidentielles, législatives et provinciales. Alexis Moutanda a donné son point de vue pour les provinciales, parce que là, ça découlera le choix des gouverneurs. Écoutez, madame, je crois que je pense tout juste le contraire de M. Alexis. Pour vous, les locales peuvent se faire? Non, je voudrais dire ceci. Je pense tout juste le contraire, dans ce sens que toutes les élections sont importantes. Et même chez nous, à notre famille politique, nous pensons que toutes les élections sont nécessaires pour la démocratie de notre pays. Il ne faudra pas que l'on se mette à justifier quelques-unes des élections
comme si elles étaient plus importantes par rapport à mais la CENI l'a si bien dit, elle ne saura pas le faire. Oui, hein, tout ça, en tout cas dans les délais prévus, la CENI s'est dit incapable de le réaliser. Ce qui est vrai, c'est que nous devons chacun savoir quelle est sa part de responsabilité dans ce qui arrive aujourd'hui. La CENI, dans un premier temps, avait sorti ce que les autres ont appelé un calendrier partiel. Et déjà avec le calendrier partiel, la CENI avait déjà dit qu'il y avait beaucoup de contraintes pour réaliser ce calendrier que les autres ont qualifié de partiel. Mais ils avaient réclamé qu'il y ait un calendrier qu'ils appelleraient global. Et je crois que pour accéder à cette demande, la CENI s'était efforcée à pouvoir élargir ce calendrier jusqu'en 2016. Alors que le premier ne tenait compte que des échéances électorales de 2015. Bon, vous comprenez que quand vous élargissez le calendrier électoral, il y va de soi que les contraintes aussi puissent s'élargir. Donc en dehors des contraintes qu'on avait avec le calendrier partiel, aujourd'hui nous avons beaucoup plus de contraintes simplement puisqu'on a élargi le calendrier sur demande de l'opposition. Il faut toujours l'expliquer. Mais aujourd'hui l'opposition parle de moyens. On parle de moyens, oui, puisque c'est plus de 1,2 milliard qu'il faut pour la CENI, pour que la CENI puisse organiser les élections. C'est beaucoup, c'est énorme. Mais qu'est-ce que l'on a demandé à la CENI? Au même moment qu'on demande un calendrier global, on devait savoir qu'avec un calendrier global, les frais devaient aussi monter. Et les frais, le budget a aussi réellement monté. Et aujourd'hui, on dit que c'est impossible, il faut privilégier telle élection ou telle autre élection. Les locales. Non, moi je crois que ça c'est ce que l'on peut appeler la politique de l'Autriche. Hein, il ne faudra pas qu'on croie que puisque nous sommes à Kinshasa, que nous devons faire une démocratie à double vitesse. Cela veut dire nous ne privilégions que les institutions qui sont dans la capitale. Non, ça je crois que ce n'est pas bien. Puisque en parlant de provinciales, vous avez suivi la justification. C'est pour toutes les provinces. Non, mais que vous avez suivi la justification, in fine, il est en train de voir l'élection des sénateurs. Oui, tout à fait. À ce moment-là, vous comprenez qu'au finish, nous sommes dans les institutions nationales. Je crois que nous ne devons pas faire ça. La même IDPS hier avait réclamé, depuis Sun City d'ailleurs, que les élections commencent par la base pour évoluer jusqu'au niveau de la présidentielle. Ce n'était pas possible en 2006 et nous avions justifié à son temps, nous de la famille politique du chef de l'État. Ça n'a pas été possible en 2011 également et nous avions justifié. Mais nous nous sommes rattrapés pour dire il faut se raviser. Il ne faudra pas continuer dans l'erreur puisque ça risque d'être diabolique. Il faut corriger. Nous ne devons pas faire. Jusque-là, nous avons déjà 2 mandats au niveau national. Les élections de 2006 et les élections de 2011. C'est injuste, madame, pour notre pays. La population qui est à la base, puisque tout le monde ne doit pas être député national, tout le monde ne doit pas être sénateur ou gouverneur de province. Mais il faut aussi savoir que les députés nationaux, les députés provinciaux, comme les gouverneurs ou les sénateurs, ne peuvent pas résoudre tous les problèmes de notre pays. Sinon, à ce moment-là, la démocratie n'a pas de sens. Mais pourquoi nous avons voulu la démocratie? Pourquoi nous avons voulu rapprocher l'administration des administrés? En se trouvant à 2000 km, par exemple, de l'intérieur de notre pays, vous croyez que les députés, même avec son mandat à caractère national, les sénateurs avec son mandat qui se limite à représentant la province, même si le mandat est national, peut appréhender convenablement le problème qui se trouverait à plus de 2000 km. Non, je crois que nous devons être réalistes, doter l'entièreté de notre pays de toutes les juridictions, des institutions nécessaires telles que la Constitution le prévoit. Cela ramène au budget. Et là, M. Alexis qui le dit, il ne voit pas qu'il est en train de violer la Constitution, puisque la même Constitution prévoit les élections au niveau de la base. Cela ramène au problème du budget, donc de l'argent. Et gouverner, c'est prévoir. Moi, je me pose toujours la question, peut-être je ne suis pas la seule. Ces problèmes deviennent vraiment... ça remonte à la surface quelques mois avant les élections. Mais pourquoi ne pas prévoir? Parce qu'on sait déjà qu'on a eu les dernières élections en 2011. Et les prochaines élections, c'est en 2016. Pourquoi ne pas le faire calmement, préparer cet argent depuis 2011 et qu'en 2015, on ait cet argent? Et c'est maintenant qu'on nous dit à chaque fois qu'il n'y a pas d'argent. Et comment on gouverne? Madame, nous étions à l'hémicycle, nous avions connu le même problème en 2011. Puisqu'effectivement, après les élections de 2006... Les erreurs de 2006 ne vous ont pas servi. Non, vous avez refait les mêmes erreurs. Je crois que ça doit servir des leçons. Nous avons eu les mêmes difficultés. C'est pour cela que je me réfère à ces erreurs. En 2006, nous avions eu les mêmes difficultés entre le 2006 et 2011, donc pour cette législature.
pour que l'on puisse préparer convenablement les élections de 2011. Moi-même, j'étais membre de la commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Il y avait réellement des lignes de crédit qui étaient réservées pour financer les élections de 2011, mais qui étaient libérées difficilement par le gouvernement. Pourquoi Pourquoi le gouvernement libère difficilement? C'est ça la question. Je crois que là, il y a un problème. Il y a un problème de la consommation des lignes budgétaires, puisqu'il n'y a pas simplement pour les élections, mais je peux vous dire que c'est en général quant à ce qui concerne les lignes budgétaires qui sont inscrites au niveau du budget. Donc la consommation est toujours difficile. Soit qu'on a mal consommé, c'est-à-dire soit qu'on a dépassé les budgets qui a été prévu ou les crédits prévus, soit que du tout on n'a pas activé la ligne budgétaire qui avait été prévue. Ça, ce sont des choses que nous avions vécues. C'est pas fait sciemment, c'est l'heure des mauvaises langues. Non, le gouvernement les fait sciemment pour bousiller nos élections. Ce sont des faiblesses de gestion. Ce sont des faiblesses de gestion puisque nous connaissons l'importance d'un budget dans toute organisation et surtout a fortiori pour ce qui concerne une république comme la nôtre. Nous savons que le budget est faible, oui. Le budget est faible, mais le peu qui est prévu pour le budget, il faut affecter ça à l'essentiel. Puisque le budget traduit le programme d'un gouvernement. Et je suis de la majorité, certes, mais nous sommes toujours opposés à ces points de vue de croire qu'il faut financer toujours brutalement les élections. Il est vrai qu'en 2011, malgré les lignes budgétaires qui n'avaient pas été actionnées pendant tout le mandat, mais les élections de 2011 avaient été financées presque à 75% par le gouvernement de la République. Mais il ne faudra pas que l'on fasse toujours de l'improvisation, même pour 2015, même pour 2016. Il faut penser à refaire les choses convenablement et ça, je crois que ça doit être réclamé aussi par l'opposition, au lieu de dire il ne faut pas telle élection, il faut seulement telle autre élection, simplement puisque soi-même on a des intérêts pour ces élections. Voilà, cette fois-ci, nous proposons la descente des membres de la CENI à Bukavu et notre rédaction a réfléchi à haute voix sur les déplacés en Ituri. La CENI déterminée à être présente partout où l'on parle des élections apaisées en RDC. Voilà qui justifie cette descente à Baguera dans le Sud Kivu d'une délégation de la centrale électorale. Onésime Kikatoula, rapporteur adjoint de la CENI et sa suite, sont venus répondre à l'invitation de l'ONG Caribou Jeunesse Nouvelle. Cette structure dirigée par Joly Kamuntu a décidé de militer pour que les élections se passent dans les meilleures conditions et surtout dans un climat apaisé. Pour atteindre cet objectif, KJN compte sur la prise des consciences de la jeunesse, laquelle doit dire non à son instrumentalisation par les politiciens. C'est dans ce cadre qu'il faut inscrire ce festival de la jeunesse en faveur des élections apaisées au Sud Kivu. L'initiative est à sa première édition, mais est d'ores et déjà saluée par la délégation de la CENI, mandatée à ses assises. Occasion propice pour le rapporteur adjoint de la CENI d'inviter les jeunes à ne pas rester en marge du processus électoral en tant que candidats, observateurs, témoins ou électeurs. Pour Onésime Kikatoula, la jeunesse ne doit plus se laisser manipuler. C'est au nom de l'abbé président Malomalo Apollinaire que nous sommes venus représenter notre institution pour encourager cette activité. Nous recommandons que les jeunes soient davantage formés pour qu'ils maîtrisent la matière, qu'ils soient davantage sensibilisés. C'est pour cela que la présidente de la structure, de KGN, a sollicité qu'il y ait une formation prochainement pour approfondir la matière. À noter que pendant son séjour au Sud Kivu, la délégation de la CENI a visité le secrétariat exécutif provincial de cette institution d'appui à la démocratie avant de recevoir quelques recommandations des observateurs de l'Église catholique de Bukavu. Dieudonné Monza, vous êtes une élite. Essayons d'ouvrir un peu les champs par rapport aux élections en Afrique. Chaque fois on dit que non, les élections apaisées. Est-ce que les élections doivent être normalement une période de tension dans un pays? Madame, j'ai une lecture tout à fait personnelle par rapport à ce qui se passe au pays. Et je parle des pays africains en général. Par rapport à ce processus ou à ces processus au pluriel, les processus électoraux, que ce soit au Congo ou ailleurs, en Afrique, vous vous rendrez compte que ce sont des périodes toujours de vive tension. Effectivement, cela est lié au fait que le comportement des politiques congolais et même africains, c'est de ne pas accepter facilement l'alternance. Et ça, il ne faudra pas simplement le lier aux personnes, mais je crois qu'il faut rentrer dans la culture africaine pour les lier à la culture elle-même. Madame, explicitez un peu, non? Oui, le chef reste le chef éternellement. Non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, nous avons notre culture en Afrique.
Et au moment de la colonisation, je crois que les colonisateurs sont venus, ils ont trouvé des chefs chez nous. Je parle des chefs traditionnels. Et ces chefs traditionnels ont vécu de la manière dont ils ont vécu. Et je crois, madame, vous le savez, et quiconque le sait également, qu'un chef chez nous restait au pouvoir, je parle des chefs coutumiers, pendant tout son vivant, jusqu'à ce qu'il soit remplacé, selon la coutume, par des successeurs. Et ça, c'est notre culture. Ça, je crois qu'il faudra que l'on insiste là-dessus pour dire qu'il s'agit d'une culture africaine, puisque cette culture n'a pas existé en Europe. Chez nous, en Afrique, un chef, il est chef. Non, il y avait des rois. Hein, oui, je sais, il y avait des rois, mais je parle des... Oui, même jusqu'aujourd'hui, il y a des rois. Je sais, il y a des rois et qui vivent aujourd'hui comme rois qui dirigent les pays. Mais ici, chez nous, nous avions des chefs coutumiers à beaucoup de niveaux. À beaucoup de niveaux et qui étaient en train de gérer les juridictions selon les coutumes pendant le temps que tous ces chefs devaient vivre. J'ai déjà posé cette question. Oui. J'ai déjà balancé même sur les réseaux sociaux. Donc, le chef d'État africain, doivent-ils être considérés comme des chefs coutumiers? Non, ils ne doivent pas être... Quand il est élu, il peut être élu à vie. Non, je crois que ce sont des efforts qu'il faut fournir puisque nous avons accepté la démocratie dans notre pays ou dans nos pays africains. Puisqu'il faut avouer que la démocratie n'a pas commencé en Afrique. Nous sommes en train de copier quelque chose qui s'est passé ailleurs. Mais je crois que nous sommes en train aussi de copier mal ce qui se passe ailleurs. Je vais peut-être vous surprendre en disant que nous voulons tout copier, certes, de l'étranger, puisqu'on parle de la démocratie. Je vais parler, par exemple, de cette histoire de mandat de 3 ans. Hein, de trois mandats plutôt. C'est-à-dire de 2 mandats, mais aujourd'hui, on parle de 3 mandats pour les uns. Hein, même si chez nous, ce n'est pas encore officiel. C'est-à-dire, on se limite à un mandat du chef de l'État renouvelable une fois, mais ailleurs, on commence à renouveler 2 fois, par exemple. Mais ce n'est pas encore d'actualité chez nous. Simplement, puisque ça nous lie selon la coutume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... C'est un prétexte. Oui, non, ce n'est pas un prétexte, c'est ça la vérité. Non, ce n'est pas s'accrocher au pouvoir, mais c'est ça la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est que les chefs, pas simplement qui veulent les diriger, mais notre peuple aussi, puisqu'ailleurs, vous l'avez entendu, notre peuple peut-être n'accède pas à cette règle démocratique de manière facile. Puisque comme vous le savez, nous parlons de la Constitution. La Constitution, c'est le texte de notre population. Ailleurs, en Afrique, la même chose. Je peux parler du Rwanda, je peux parler du Burundi et même du Congo-Brazza en face. Ce sont les textes adoptés par notre peuple. Et le peuple, à un certain moment, quand il se réalise que ce qui est dans le texte ne doit pas être appliqué convenablement, qu'il faut aller au-delà, le peuple a la possibilité de déroger. Pourquoi vous acceptez que le peuple dise, le chef de l'État, il prend un mandat de chef de l'État, de président de la République, une fois, renouvelable une fois, pour 5 ans ou pour 7 ans, comme ailleurs. Mais pourquoi ce même peuple ne peut pas avoir le droit de dire, ok, nous vous avons donné un mandat renouvelable une fois, mais nous acceptons que vous puissiez renouveler ça 2 fois. Pourquoi? Mais le même peuple peut parler. C'est ça la démocratie. Bon, c'est ça la démocratie. Madame, je termine par une chose. Nous débattons. Oui. Comment laisser le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument? Tout à fait. Nous copions les Européens, comme vous dites, tous les Occidentaux. Oui. Eux qui ont vécu la démocratie bien avant nous, donc ils en connaissent les abus. Donc, ils savent que quand un homme s'éternise au pouvoir, il n'a plus la même conception des choses. Après 10 ans de pouvoir, après 15 ans de pouvoir, prenons Mobutu par exemple. Mobutu de 65 et Mobutu de 97, c'est plus la même personne. Parce que, en tout cas, le pouvoir use. Ou je ne sais pas comment ça se fait. Et ils ont compris qu'il faut un laps de temps pour que la personne fait ce qu'il a à faire, apporte un souffle nouveau et s'en aille pour que d'autres compatriotes y accèdent aussi. Est-ce qu'on n'avait pas l'impression que eux qui ont cette démocratie bien avant nous ont eu raison? Je suis d'accord avec vous, madame, sur toute la ligne. J'accepte que le pouvoir corrompt. J'accepte également que le pouvoir use. Et qu'à un certain moment, quand on s'éternise au pouvoir, on risque de ne pas avoir des initiatives. Puisqu'on va plonger dans la routine, on va faire les mêmes choses chaque fois. Et on va oublier qu'il faut innover. Je suis tout à fait d'accord, et ça, mon point de vue également. Mais je voudrais simplement dire que ce laps de temps pendant lequel le pouvoir corrompt, il est estimé à combien? Est-ce qu'il est de 14 ans, c'est-à-dire 7 fois 2, il est de 10 ans, c'est-à-dire 5 fois 2, ou il doit être de 15 ans. Pour les Africains, je crois que c'est 3 mandats. Non, c'est pas 3 mandats. Non, je voudrais simplement pour éviter. Non, je voudrais vraiment le dire sincèrement. Ils ont fait 50 ans. Je voudrais le dire sincèrement, madame. Alors, pays. Excusez-moi. Je voudrais le dire sincèrement, et ça à l'attention de tous nos téléspectateurs, que nous ne devons pas copier ce qui est de l'extérieur de manière aveugle,
mais nous devons adapter et contextualiser les réalités étrangères par rapport à nos réalités. Toi, vous en tant qu'élite, peut-être, vous me permettez de vous tutoyer, vous en tant qu'élite, pour vous, pour les Africains, puisque vous avez dit que nous devons nous adapter, quel est le timing pour qu'un président africain puisse rester au pouvoir? 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est ça la question en fait. Qu'est-ce que vous proposez aux Africains? Madame, d'abord s'éterniser au pouvoir, ça veut dire quoi? En fait, s'éterniser au pouvoir, d'abord, c'est quoi? Ça veut dire simplement que un chef de l'État ou un leader, gestionnaire de la Respublica, accepte de rester au pouvoir sans l'assentiment de son peuple. C'est ça, s'éterniser au pouvoir. Mais si le peuple vous donne, puisque, prenons par exemple... Vous instrumentalisez ce peuple-là. Quel peuple? Est-ce que vous posez la question au peuple pour dire que le peuple... C'est ça que j'ai dit, il faut aller vers le peuple. C'est ça que j'ai dit. Il faut aller vers le peuple. Et le peuple, nous savons comment il s'exprime. Il peut s'exprimer directement dans une démocratie directe, comme il peut s'exprimer à travers ses représentants dans une démocratie indirecte. Et ça, c'est connu. Mais moi, je voudrais simplement dire que les réalités africaines sont tout à fait autres. Sinon, madame, si nous continuons à calquer tout ce qui vient de l'étranger chez nous en Afrique, nous allons avoir beaucoup de problèmes. Et cette histoire de dire on veut un troisième mandat, on risque de voir ça à travers tous les continents. Simplement puisque, pas simplement que les leaders veulent rester, puisque je peux vous donner les cas de pays où la population a accepté de donner un troisième mandat à un président de la République. Mais puisque nous disons... demandé à un Rwandais lambda qu'il est pour que Kagame fasse un troisième mandat. En Tanzanie, on connaît déjà le dauphin, le Ghana marche. C'est une analyse subjective. Je voudrais par exemple vous dire, pour ce qui concerne le Burundi, on peut tout dire, mais Nkurunziza a été voté pour un troisième mandat. Et vous pensez que ça va au Burundi? Non, et puis c'est connu de tous que Nkurunziza, c'est un monsieur populaire à l'intérieur du Burundi, en dehors du Bujumbura. Ça c'est connu. Mais si le peuple dit, nous voulons vous voir pendant 15 ans, poursuivre votre politique, poursuivre votre programme. Mais en quoi cela peut gêner? Puisque nous acceptons, s'il vous plaît, je termine. Puisque nous acceptons que le peuple est le souverain primaire, puisque nous acceptons que le pouvoir doit émaner du peuple. Mais ce peuple qui décide de vous donner 10 ans, peut décider au même moment de vous donner 15 ans, même de vous donner 20 ans. Madame, moi je voudrais que l'on dise ceci. Chez nous en Afrique, pour qu'on n'ait pas de problème où l'étranger vient se tenir en préfet de discipline, en train de nous donner des leçons, qu'on ait une démocratie à l'africain. Et la démocratie à l'africain veut dire quoi? Moi, je suis en train de proposer une chose. Je voudrais que l'on dise, comme on le fait pour les députés. Pourquoi vous ne dites pas que pour les députés, le pouvoir peut user? Puisque pour les députés, un député est élu, est élu autant de fois. C'est-à-dire, il est élu pour autant de fois. Il peut revenir quand il veut. Le sénateur, la même chose. Mais on le fait également pour d'autres leaders. Pourquoi on ne peut pas le dire, par exemple, pour le président de la République? Il peut aussi être élu à un mandat renouvelable, tout court. Puisqu'à ce moment-là, le peuple a la possibilité de décider. Après 5 ans, si on trouve que vous n'êtes plus compétent pour poursuivre votre programme, le peuple veut vous mettre de côté, pas à travers les élections. Nous allons y revenir. Donc, dans le volet socio-économique, quel constat par rapport au marché de Lufu dans le Bas-Congo et réaction du Reprovet par rapport à la recrudescence du banditisme? Au marché Gambela, les commerçantes de produits en provenance de Lufu montent au créneau. Motif, elles sont contre la décision visant la fermeture de cette frontière entre la RDC et l'Angola. À en croire ces commerçantes, depuis que le Premier ministre a annoncé cette décision, les prix des denrées alimentaires provenant des Lufu ont été revus à la hausse à Kinshasa. Selon elles, cette décision du chef du gouvernement est inopportune dans la mesure où la plupart des produits des Lufu sont de bonne qualité. Siko kufanzala nyoso batu balinga kufanza. Soko otunika saki asemo ekomi combien? 30 000, 28 000. Mais ça qui a c'est 18 000, $20. Celle-ci demande au gouvernement de revoir sa décision, mais également d'inciter les agents de l'État commis à la sécurité de la frontière d'avoir un œil vigilant sur les dates de péremption des différents produits provenant des Lufu.
to vivre ndenge bato asi ba médecin kolia ba semu kolia biloko a bien siko bato msusu bakokana bango masango bazonga masango ata to bazonga masango les masango ebima de jour au jour masango eza le mois période ebima de jour au jour tandis que produit à loup chaque semaine produit se quota à grande quantité où il s'arrête peuple va se retrouver. Pour le président de l'Association des consommateurs du Congo, il importe au gouvernement congolais de favoriser la production locale, d'où l'appel au renforcement de mécanismes pour contrôler la qualité des produits en provenance des Lufu. Lorsque il n'y a pas vente en ce qui concerne les producteurs locaux, ces entreprises-là seront obligées de mettre les agents ou bien les travailleurs à la porte. Pour nous, les consommateurs, nous voyons le pouvoir d'achat de ces travailleurs-là et nous demandons à l'État pour que l'État puisse mettre en place des mécanismes là où on peut trouver une concurrence parfaite. Déjà sur le marché, le vendeur crie à une hausse vertigineuse de prix des différents produits de première nécessité alors que la frontière de Lufu n'est pas encore fermée. Plusieurs pays au monde font face à la délinquance juvénile. La RDC n'est pas en reste. À ce jour, l'heure n'est pas aux accusations mutuelles quant au partage des responsabilités vu la recrudescence des actes de banditisme signalés dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa. Mais le traitement réservé aux auteurs de ces actes devrait se faire dans le respect des droits de l'homme et la dignité humaine, a déclaré Henri Wemboloa, coordonnateur du réseau des protections des défenseurs des droits de l'homme. Il n'est pas un problème des individus, ce ne sont pas des extraterrestres. Ces Koulouna ont des familles, ils ont des parents. Et il y a aussi des raisons qui ont fait qu'ils arrivent là où ils sont. Il est question que l'on organise même des journées de portes ouvertes, des tribus populaires, que les gens se retrouvent et que l'on parle face à face. Il y a aussi des actions sociales qui sont importantes. Nous saluons ici le gouverneur de province qui a réussi à récupérer plusieurs de ses enfants et qui ont été formés à l'INPP. Pourquoi ne pas continuer dans ce sens? Pourquoi ne pas penser à leurs parents pour leur donner encore les moyens nécessaires, qu'ils soient à la hauteur de gérer, permettez le terme, leurs enfants? Les ONGDH congolaises sont pour plus d'un Quinois pointés du doigt pour inefficacité dans les missions qui sont les leurs, dont la sensibilisation et la formation des jeunes. Henri Wemboloa se remet aux autorités compétentes. Les ONG ont leur mandat. Au niveau du gouverneur de province, il y a ce qu'on appelle entité de liaison des droits de l'homme sur le plan provincial. Et qui chapeaute cette entité, c'est le gouverneur des provinces qui devrait réunir toutes les structures, toutes les institutions publiques pour se remettre ensemble même avec les ONG pour voir des cas et pouvoir apporter des solutions. Mais on nous dira que le gouvernorat n'a pas de moyens pour faire animer cette institution. Pour rappel, la police nationale congolaise avait initié l'opération Likofi entre novembre 2013 et février 2014 contre les enfants Koulouna. Mais cette opération était décriée par certains, mais réclamée par d'autres au regard de la recrudescence de ces actes de banditisme à travers Kinshasa, la capitale congolaise. Dieudonné Mwenze, le Premier ministre est descendu lui-même à Lufu. On a vu les images pour en tout cas palper du doigt les réalités du terrain par rapport à ce marché qui cesse de prendre de l'ampleur. La ville de Kinshasa est en tout cas presque s'approvisionne maintenant par rapport à ce marché. Et vous n'avez pas l'impression aussi que Dieudonné Mwenze, cela tue en fait un tout petit peu l'économie locale? Non, madame, je crois que j'ai une impression contraire. Ça ne doit pas tuer l'économie locale. Il y a des grandes entreprises sur place qui se plaignent parce que oui, les produits provenant de Lufu coûtent moins cher. Ce qui est important, c'est de formaliser. Puisqu'il faut avouer que Lufu a évolué pendant longtemps dans la clandestinité. Ah, okay. Les services de l'État n'étaient presque pas existants de manière convenable. Mais ce n'est pas pour autant que... Ça existait depuis des lustres. Oui, oui, mais ce n'est pas pour autant que ceux qui opèrent à Lufu ne payaient pas les taxes. Non, ils payaient les taxes, mais ces taxes ne tombaient pas dans les trésors de l'État. Et quand on formalise, je crois que c'est pour l'intérêt du budget de l'État, c'est pour l'intérêt de la nation, puisque ce sont des ressources qui permettront à ce qu'on puisse réaliser des programmes d'intérêt général, mais ça ne peut pas tuer l'économie.
Ça ne peut pas tuer l'économie dans ce sens qu'il faut toujours encourager la concurrence. Et ce qui est au niveau de l'intérieur, qui produisent X ou Y produits, même si ce même produit peut provenir des loufous, ils doivent améliorer la qualité. Ils doivent améliorer le niveau de prix. Puisqu'il faut avouer qu'à l'intérieur, il y a aussi des fois des prix qui sont fixés de manière exagérée sans tenir compte de la marge bénéficiaire légale. C'est pour cela qu'on a eu comme l'impression depuis un temps que les produits de Loufou étaient des produits qui se vendaient à meilleur prix, alors que le produit à l'intérieur était des prix, des produits qui étaient beaucoup plus chers. Non, je crois que les raisons sont d'ailleurs doubles. C'est-à-dire que par exemple, les produits qui sont généralement sur le marché chinois, quand ils proviennent de l'Europe, il faut comprendre que les taxes peuvent être beaucoup plus chères et même le coût des transports, il est un peu plus élevé. Alors qu'à Loufou, nous sommes à une frontière d'un pays voisin, qu'un produit peut partir de Loufou pour être ici le même jour le dimanche ou le samedi soir. Donc ça arrive que le coût des transports ne peut pas être beaucoup plus élevé, même si on a payé des taxes de manière informelle qui ne sont pas tombées dans les trésors publics. Mais ça donne aussi la possibilité à tout ce que je vois comme le petit peuple, entre guillemets, s'il faut le dire, tous ces gens qui se débrouillent pour subvenir à leurs besoins. Mais je crois que la descente du Premier ministre, c'est une bonne descente, simplement puisqu'il permet à ce qui a été qualifié comme évasion fiscale, puisque de l'argent a été payé par des importateurs. Tout ce qui évolue dans ce marché payait de l'argent. J'ai suivi moi-même le reportage. Ce n'est pas dire qu'ils ne payaient pas des taxes. Ils payaient de manière désordonnée des taxes. Maintenant, on canalise simplement ces taxes et ça ne peut pas réchauffer le marché. La façon dont ces gens travaillent, hein, les conditions de travail de nos agents au poste frontalier. Oui, c'est vrai que ceux qui sont allés là-bas, beaucoup de confrères, ils ont vu la différence entre les agents congolais et les agents angolais. On sent nettement la différence. Oui, c'est pour cela que la démarche du Premier ministre est saluée, simplement puisque, pas simplement qu'il va formaliser, canaliser les recettes de l'État, mais il va pouvoir prendre des mesures pour que nos services qui sont à la frontière puissent évoluer dans les conditions convenables, puissent prester dans les conditions convenables, en se comparant à ceux qui sont de l'autre côté de l'Angola, puisqu'on a compris que ici c'était un peu comme des enfants pauvres et les gens fonctionnaient dans la débrouillardise. Ça ne peut pas continuer comme ça. Par rapport à la recrudescence du banditisme, en quelques mots, c'est vrai qu'à un moment, l'opération Likofi avait impacté positivement ou négativement selon certaines opinions, et nous avons suivi le monsieur du Réprovet qui stigmatise en fait le mauvais comportement des ONG locales par rapport à ce bandit, qui ne font pas bien leur travail. Hein, par rapport phénomène Koulouna, un phénomène qui inquiète madame. Je me rappelle qu'il y a quelques 10 ans, ce phénomène n'existait presque plus ici, hein, dans ce pays et même dans cette ville Kinshasa. Mais c'est simplement puisque nous avons un peu beaucoup plus croisé les bras devant ceux-là que l'on a appelé autrefois les Chégués, les enfants de la rue, puisque si vous vérifiez de plus près, tous ceux qui se disent Koulouna aujourd'hui, ce sont généralement les enfants qui ont évolué en dehors de l'éducation familiale. Hein, très peu sont ceux qui ont eu peut-être une éducation pas normale, mais beaucoup qui sont les ténors de ce mouvement, ce sont des enfants désespérés. Les gens qui ont grandi dans les conditions que nous connaissons. Je crois que le gouvernement a la possibilité de mener une action qui tend dans le sens d'encadrer bien les enfants congolais pour qu'ils aient l'espoir dans l'avenir, qu'ils sachent qu'on ne peut pas évoluer comme si on était dans une jungle, mais aussi le gouvernement a la possibilité d'encadrer ces enfants, c'est-à-dire même s'ils sont déjà des enfants chégués, comme nous les appelons les enfants de la rue, mais qu'on puisse les occuper. S'ils peuvent être occupés, je crois qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est, je sens toujours ça un peu comme un cri de détresse. Puisque ces enfants, quand vous les voyez, sont des gens qui ont pris la drogue du matin jusqu'au soir, et la nuit, ils sont déjà drogués, ils commettent n'importe quoi. Et ça, on ne peut pas empêcher à nos forces de l'ordre de remettre de l'ordre dans ce pays. Ce n'est pas puisqu'on a été délaissé, puisqu'on est enfant de la rue, comme on le dit, qu'on peut se permettre tout. Non, on doit savoir que dans ce pays, il y a des lois et qu'il faut les respecter, et on doit laisser les services de sécurité faire son travail convenablement. Dans les volets social, mesdames et messieurs, nous vous proposons le sit-in des médecins à l'hôtel de ville et l'affaire Daniel Safou. La section patriotique
Ils sont plus ou moins 30, ces médecins membres du SINAMED qui représentent différentes institutions de la capitale. En respectueux de la loi, ces blouses blanches se sont présentées à l'hôtel de ville de Kinshasa sans tambour ni trompette. Il a fallu au moins un quart d'heure pour qu'ils aient un interlocuteur. C'est le conseiller politique du premier citoyen de la ville avec qui un terrain d'attente a été trouvé après plus de 3 quarts d'heure d'échange à Bâton-Rompeux. Un mémo des blouses blanches lui a été remis pour transmettre au gouverneur. À la sortie de l'audience, Simon Itelete, exécutif provincial SINAMED Kinshasa, explique l'essence de leur initiative. Depuis 2011 jusqu'à ce jour, nous avons constaté que nos revendications sociales de médecins ne trouvent pas gain de cause auprès du gouvernement. Alors, nous avons estimé que comme nous sommes médecins de la ville provinciale de Kinshasa, étant donné que nous avons un gouverneur qui est le papa, le numéro 1, le premier citoyen de la ville, nous avons pensé l'informer et lui donner les cahiers de charges qui avaient été déposés au gouvernement et lui demander son implication personnelle en vue de trouver solution à ces problèmes pour la simple raison que dans la ville provinciale de Kinshasa, nous comptons plus de 3000 médecins, pour ne pas dire le plus grand nombre de médecins de toute la République démocratique du Congo. Au fait, le cahier de charges qui avait été déposé par le bureau national du SINAMED avait un seul point à l'ordre du jour. Et il était question de la majoration de la prime de risque de médecins. Pourquoi passer par les gouverneurs de la ville alors que c'est le gouvernement central qui paye les blouses blanches? Simon Itelete répond. Par le passé, nous savons que par rapport à la majoration de la prime de risque en 2011, le gouverneur s'était impliqué personnellement aussi et nous avons pu obtenir gain de cause. Nous pensons que l'implication personnelle du gouverneur de la ville provinciale de Kinshasa pourrait booster le problème afin que nous puissions obtenir la solution. Notons que cette démarche du SINAMED Kinshasa vise à épargner les Kinois d'un éventuel mouvement de grève. L'Association de défense et de promotion de la liberté de la presse a annoncé ses intentions de saisir à travers une requête la Cour africaine de justice et des droits de l'homme de l'Union africaine en faveur de journalistes et directeurs du quotidien Le Point Saillant Plus. Daniel Safou, condamné à 2 ans de prison ferme au Congo central pour outrage au chef de l'État et imputation dommageable à des élus locaux, est privé de soins médicaux adéquats alors que son état de santé se dégrade, a souligné Freedom for Journalists Afrique. À en croire cette dernière, les soins administrés à Daniel Safou sont inappropriés. Pour ce faire, cette ONG dénonce l'indifférence des autorités provinciales face à leurs demandes. L'ONG Freedom for Journalists dit saisir dans un bref délai le greffe de la Cour africaine au sujet de ce qu'elle qualifie des morts programmées du journaliste Daniel Safou. Elle souligne par ailleurs qu'en gardant le journaliste dans des conditions inhumaines, en viole délibérément les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme. Au regard de ce qui précède, Freedom for Journalists exige aux autorités d'ordonner une hospitalisation urgente de Daniel Safou, ce en attendant la notification du greffier de la Cour à l'État partie qui est la RDC. Et dans son dernier rapport à mi-parcours publié récemment sur la presse en Afrique francophone, le Burundi, la RDC, le Madagascar, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry sont 2 pays qui ont plus violé la liberté de la presse en s'illustrant dans les attaques contre les journalistes et médias. On a l'impression d'être nous. Vous voyez les médecins, les hommes en blouse blanche, ceux qui nous soignent, ceux qui veillent sur nous, se faire balader de telle autorité à telle autorité. La semaine passée, il y a quelques jours, ils étaient dans la rue, voir le gouvernement, mais personne ne les reçoit. Et aujourd'hui, ils vont vers l'autorité de la vie. Vous n'avez pas l'impression qu'on minimise un peu nos compétences? On trouverait où des compétences pour nous soigner si nous-mêmes, on minimise nos propres compétences? Ce sont des médecins formés en République démocratique du Congo qui nous soignent. Et à travers votre reportage, madame, je n'ai pas entendu quelque chose dans le sens de dire il n'y a personne qui les reçoit. Ils ne les ont pas reçus, ça je vous reçois. Moi, je fais l'émission, je vous l'ai dit la semaine passée, ils n'étaient pas reçus par l'autorité compétente. C'est ce que j'ai dit, il faut savoir pourquoi ils n'ont pas été reçus. Je ne crois pas que ça soit dans le sens de dire je suis autorité, les médecins sont chez moi, je ne veux pas les recevoir, peut-être puisque je voudrais les minimiser. Je ne crois pas que ça soit ça la raison. Ça donne cette impression-là. Ça peut être l'impression, mais je ne crois pas que ça soit... qu'on minimise nos compétences. Ça peut être l'impression, mais je ne crois pas que ça soit ça la vérité.
Nos autorités ont été toujours attentives, ça je sais. Même la démarche que les médecins sont en train de mener vers l'autorité urbaine, je crois que c'est une bonne démarche. Les autorités ont l'obligation de les écouter. Je crois que dans toute organisation, il faut savoir écouter les gens. Les médecins ont des revendications sociales tout à fait légitimes, mais il faut savoir les écouter. Si vous ne voulez pas y accéder, il faut savoir leur expliquer pourquoi vous n'y accédez pas aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez y accéder demain ou après-demain. Donc c'est un problème de compréhension. Et tel que je connais plus ou moins le gouvernement Matata, je ne crois pas qu'il puisse y avoir un ministre qui ferme carrément ses portes comme ça, puisque là, je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit du ministre de la fonction publique ou du ministre de la Santé, je ne sais pas. Ils ont tapé sur toutes les portes. Hein. Oui, je ne crois pas. Je connais bien le ministre de la Santé. Je ne vois pas le ministre Félix Kabang dire « je ne veux pas voir le médecin ». Puisque lui-même aussi est médecin. Il va les minimiser. Pourquoi? C'est-à-dire, s'il veut minimiser les médecins, c'est-à-dire se minimise lui-même. Ça, je crois, je le connais bien par rapport au ministre de la fonction publique. Je ne crois pas. C'est pour cela que moi, je dis, quand vous n'avez pas été reçu, il faut peut-être voir pourquoi, voir la raison qui n'a pas poussé l'autorité à vous recevoir ce jour-là et peut-être voir comment vous pouvez reporter votre rendez-vous. Et donc, il faut tenir compte de ces médecins qui abattent un travail tout à fait important qui touche à la santé sociale de tout un peuple et qu'il ne faudra pas les minimiser. John Lungila nous a parlé cette fois-ci du cas de Daniel Safou. Hein. Vous avez vu, cette journaliste for Freedom nous parlait de l'état de santé. C'est vrai qu'il est en prison, amputation dommageable et tout ça, mais son état de santé pose problème. Alors, on se bat pour qu'il puisse être soigné dans les bonnes conditions. Et d'ailleurs, selon notre confrère John Lungila, on a l'impression que c'est une mort programmée de Daniel Safou. Non, c'est toujours encore une fois de plus l'impression. C'est quand même un peu fort. Encore une fois de plus l'impression. Ça se voit d'ailleurs. Non, ça c'est encore une fois de plus l'impression. Je crois qu'il ne faut pas donner l'impression partout et croire que ce qu'on croit comme impression, c'est nécessairement la vérité. On ne peut pas programmer la mort comme ça. Non, on détaille les faits. Hein. Quand on voit qu'on néglige quelqu'un qui est malade, ce sont les faits. Je crois que c'est une démarche. C'est une démarche que moi j'apprécie. Et que l'on puisse accepter de libérer votre confrère. Pour raison de santé, pour raison humanitaire. Hein? C'est ce que j'ai dit, pour raison de santé. Et je crois que ça c'est prévu, hein, même dans les chartes de droits de l'homme, dans notre droits de l'homme, même les lois du pays, il est prévu que quand un prisonnier est malade, on doit être attentif à sa santé et savoir comment on peut le diriger vers les installations sanitaires, hospitalières pour lui permettre d'avoir des soins appropriés. Donc ça, c'est une démarche tout à fait normale, mais ce que je n'accepte pas qu'on dise que dans cette détention, on voudrait programmer la mort d'un journaliste. On va programmer la mort d'un journaliste. Pourquoi? Une autre chose qu'il faut dire, peut-être que c'est dans la prestation, même dans l'accomplissement des tâches d'un journaliste. Je ne sais pas de quoi on lui reproche exactement. Mais c'est une affaire que je suivis à distance. Mais je crois que ce qu'il faut, c'est qu'il faudra qu'au niveau de votre corporation, que des sensibilisations soient toujours menées sans se fatiguer pour permettre à ce que les journalistes puissent remplir convenablement sa tâche, mais dans le respect de la loi. Nous allons terminer, mesdames et messieurs, par un coup d'œil à nos entreprises. SNEL, constat travaux, deuxième ligne, et INPP, présentation maquette, nouveau bâtiment. C'est dans le souci de nous rendre compte de l'ampleur de travaux réalisés par la SNEL que nous avons effectué les déplacements ici à Nzengita, village situé à 35 km de la ville de Kinshasa. Sur ces sites, les câbles conducteurs de la nouvelle ligne 400 kV en construction surplombent ceux de l'actuelle ligne 220 kV par où transite le courant électrique vers Kinshasa, une partie de la province du Congo central et la ville de Bandundu. Comme vous le voyez dans ces images, le tirage de câbles conducteurs constitue un danger pour le technicien commis à cette tâche. Voilà pourquoi la Société nationale d'électricité a jugé nécessaire de mettre carrément hors service la ligne haute tension existante. Explication du chef de projet de construction de la deuxième ligne 400 kV Inga-Kinshasa. Les travaux s'effectuent normalement. C'est-à-dire, en principe, nous isolons la ligne de 120 kV au niveau de la source, c'est-à-dire à Inga, au central d'Inga. Nous mettons à terre cette ligne et puis nous commençons à travailler sur la deuxième ligne pour faire passer ces conducteurs-là.
pour l'interruption de l'énergie au niveau de Kinshasa. Ça doit se terminer aujourd'hui. C'était prévu pour 2 jours, dès dimanche, le 16 et le 23. Donc vous pouvez attendre que ces travaux puissent se terminer aujourd'hui et que la ville de Kinshasa sera rétablie. Ces travaux financés par la Banque mondiale et la Banque européenne d'investissement à plus de 86 millions de dollars impliquent l'érection de 688 pylônes et la création de 277,3 km de lignes haute tension capables de faire transiter jusqu'à 1000 MW d'Inga à Kinshasa sans occasionner de perte de puissance. Et c'est la firme indienne Kalpataru qui a gagné ce marché. Financé par le gouvernement japonais, le travaux proprement dit de construction de ce nouveau bâtiment du INPP, Lubumbashi, aura lieu en 2016. Les discussions entamées ce lundi 24 août entre les parties japonaises et congolaises portent sur les charges et les facilités attendues de la part du gouvernement de la RDC pour la concrétisation de ce projet. L'ADG de l'INPP, Maurice Chikuya, explique. Vous savez que nous avons eu les amis japonais à 3-4 reprises pour le projet INPP Katanga, mais on n'avait pas cette maquette. Et si aujourd'hui nous avons la maquette, ça veut dire que nous avons fait un grand pas. Et ça veut dire que nous entrons pratiquement dans la matérialisation de ce qui était rêve hier. Aujourd'hui, nous pouvons le dire clairement que après l'INPP Kinshasa, l'INPP Katanga sera modernisé et de la manière la plus correcte possible. Ce projet, à travers les agences japonaises des coopérations internationales, s'inscrit dans les cadres d'une aide financière non remboursable dont la hauteur n'a pas été révélée. Sauf imprévu, la remise du bâtiment interviendra en 2018. Dieudonné Mwendié, l'expansion de l'INPP à travers les provinces, c'est une bonne chose pour la formation des jeunes Congolais. Oui, madame, l'INPP a toujours existé à travers toutes les provinces, peut-être avec des infrastructures qui n'étaient pas appropriées. Aujourd'hui, je sens que ce sont des œuvres qui tendent à booster la révolution de la modernité, prônée par le chef de l'État et matérialisée par la politique gouvernementale qui est dirigée par M. Matata Ponyo. Je pense qu'on ne peut qu'appuyer une telle initiative qui est dans le sens de pouvoir moderniser les infrastructures de l'INPP. J'encourage M. Maurice à travers tout ce qu'il est en train de faire. J'ai vu moi-même au niveau de l'IMT les infrastructures. Aujourd'hui, c'est le Katanga, que je connais bien moi-même comme natif de ce coin. Et demain, ça sera peut-être ailleurs. Et je crois qu'il faut poursuivre. Pourquoi pas? Oui, je crois qu'il faut poursuivre, mais aussi poursuivre dans les nouvelles provinces. C'est ça, le Kwilu, quand vous êtes à Lubumbashi, oui, quand vous êtes à Lubumbashi, vous êtes peut-être au Katanga, mais il faut penser aussi dans les Lualaba, il faut penser dans les Olomami aussi à Kamina, et pourquoi pas à Tanganyika. Donc je crois que pourquoi pas à Kwilu également. Donc je crois que ce sont des initiatives qu'il faut encourager et ça va dans le sens véritable de booster la révolution de la monnaie. Par rapport à la SNEL, c'est vrai que les Kinois se plaignent beaucoup de délestage ces derniers temps, mais la SNEL s'est battue pour installer la deuxième ligne, pour en tout cas essayer d'endiguer un peu ce fléau qu'est le délestage. Oui, la puissance est transportée jusque-là de Congo central jusqu'ici. J'apprends de la SNEL que c'est une puissance faible et qu'avec une seule ligne, on ne peut pas satisfaire la ville, mais on ne peut pas aussi voir simplement la ville. La ville n'est pas le Congo. Il est vrai, ce que vous dites, c'est que quand vous essayez de parcourir le Congo, il faut avouer que le problème de l'énergie, le taux d'électrification est très faible. Oui, c'est entre 6 et 9%. Et nous le disons bien de manière générale, mais quand vous allez dans nos villages, c'est des 0% carrément. 0%, madame. Donc, c'est vous dire que la SNEL a encore du pain sur la planche. Il faut travailler dur. Mais je vais peut-être vous surprendre avec une proposition. J'ai toujours pensé à cela. Je pense que tel que la SNEL fonctionne actuellement, plusieurs années, la SNEL a existé avec une gestion pratiquement non adaptée, ça il faut avouer, avec l'esprit managérial pratiquement absent.
mais on a essayé, on a tenté d'échanger les hommes, ça n'a pas marché. Les comités de gestion à chaque fois. On a les dirigeants, ça n'a pas marché. On a géré cette société pendant plusieurs années sans penser au renouvellement du matériel et des équipements. Ça posait un problème énorme. Je crois que pour résoudre ce problème, il faut un peu faire comme de l'expérience, autrefois que vous aviez entendu, de la Cisaray au Katanga, avec la SNCC. La SNCC, d'autrefois, aujourd'hui la SNCC. La Cisaray avait essayé simplement de fractionner la SNCC pour lui permettre de respirer et permettre à la Cisaray de s'attacher ou de s'occuper de l'objectif principal, c'est-à-dire le transport de personnes et de biens. Et pour la SNEL, j'ai toujours pensé personnellement que l'encombrement que la SNEL a aujourd'hui comme tâche, il risque de tirer la SNEL toujours vers le bas et ne pas lui permettre d'évoluer et rendre les services sociaux au niveau de notre population. Simplement puisque la SNEL s'occupe de beaucoup de choses à la fois. D'abord de la production, d'abord du transport et aussi de la distribution du courant électrique. Moi, je pensais que puisqu'il y a eu ces textes que nous avons appelés les textes qui organisent les entreprises publiques autrefois, et on a permis à ce que la SNEL, comme d'autres entreprises, passe aux entreprises commerciales, mais ça permet à ce que l'entreprise puisse réellement chercher à réaliser des bénéfices. Mais comme beaucoup d'entreprises publiques qui ont été transformées en entreprises commerciales, on s'est rendu compte que sur le plan juridique, les entreprises ont été transformées, mais la mentalité des gestionnaires est restée toujours la même, y compris la mentalité même de l'État propriétaire. Moi, je voudrais que la mentalité de l'État propriétaire change pour comprendre qu'il s'agit des entreprises qui ne sont plus publiques, qui doivent servir l'État, mais qui doivent servir la nation et générer des bénéfices, mais aussi que les gestionnaires sachent qu'ils sont dans une compétition et qu'ils doivent générer des recettes. On a parlé de la libéralisation du secteur de l'électricité. Je crois que ça va venir. Mais en attendant, puisque ce secteur demande beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements, puisqu'aujourd'hui, pour produire de l'électricité, ce n'est pas facile. Mais moi, j'aurais souhaité que, tout en ne touchant pas à l'aspect social, puisque c'est ça la crainte, on croit que si on amène cette société à des trois branches, c'est-à-dire une SNEL qui ne s'occupe que de la production, au Congo central, une autre qui ne s'occupe que du transport, du courant, à ce moment-là nous allons parler de ces deux lignes, mais une autre qui ne s'occupe que de la distribution du courant sur le plan domestique et peut-être de la moyenne tension. Ça peut marcher, mais malheureusement, nous tous nous voulons jouir, même si la SNEL est en train de mourir, et on croit qu'on peut comme ça accompagner la SNEL jusqu'à la fin, et ça ne permet pas à ce que la SNEL puisse se relever. Voilà, merci beaucoup M. Dieudonné Mwenze. C'est à moi de vous remercier, madame. Une autre vertu, peut-être la SNEL peut aussi s'intéresser aux énergies renouvelables aujourd'hui. Oui, j'apprécie ça, par exemple avec le patron de cette chaîne, l'énergie renouvelable, il faut, mais je crois que c'est, comme je l'ai dit, un secteur qui demande beaucoup de moyens, et je plaide toujours que l'on puisse accompagner le patron de la chaîne qui est dans ce secteur de l'énergie solaire, pour qu'il ait des moyens suffisants, qu'il ait le soutien suffisant, pas simplement les moyens, mais aussi qu'on lui accorde des facilités pour qu'il puisse s'épanouir dans ce secteur, pour l'intérêt de notre peuple. Merci Dieudonné Mwenze, membre du PPRD, communicateur de la majorité présidentielle. Merci d'être passé à la barre, l'expression est consacrée. Merci à toute l'équipe technique, merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram. Merci donc à vous pour votre fidélité à cette émission. Merci et on se retrouvera avec le même plaisir, sinon pas plus, le dimanche prochain. Inch'Allah.